Le niveau sur pas mal de marchés est quand même relativement bas sur le sujet marketing. Si ton acquisition client c'est 100% de bouche-oreille ou 90%, aujourd'hui la boîte fait entre 2,5 et 3 fois moins que ce qu'elle devrait faire, de ce qu'elle pourrait faire. La première mauvaise pratique, c'est qu'il y a un désalignement entre l'objectif de CA qu'on veut faire à l'année et les moyens mis en face. Et en fait, on va prendre un alternant en bac plus 3 à 1 000 € par mois et on va lui dire gère le marketing de la boîte. Ça fait des très bons clients pour nous ensuite. Déjà, si tu me dis je suis content d'investir 1% de mon CA en marketing, je me dis bon en fait t'y crois pas. L'entrepreneur doit être entreprenant, donc il doit toujours voir le potentiel plutôt que les risques. Moi, mon job à moi, c'est de voir les risques. S'il y a bien deux mondes qui doivent apprendre à parler le même langage, c'est le marketing et la finance. Aujourd'hui, on va voir comment ces deux univers peuvent collaborer pour un seul objectif, créer de la marge. Budget, stratégie, exécution, on va rentrer dans le concret. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Julien Blin, un DAF aguerri. Je l'ai invité pour 3 raisons. La première, c'est qu'on suit sur les réseaux. La seconde, on mange ensemble ce soir un repas d'entrepreneurs et on va y participer. Et la troisième, c'est qu'on doit se voir depuis longtemps pour comprendre comment lier marketing et chiffres. Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, merci. Ouais, effectivement, écoute, moi je suis ce qu'on appelle un DAF externalisé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que les gens ont du mal à savoir ce qu'est un DAF. Qu'est-ce que ça veut dire DAF ? Donc directeur administratif financier externalisé. Pourquoi ? Parce que ma cible, les boîtes que j'accompagne, les PME qui font entre 5 et 100 salariés, elles n'ont pas besoin d'un directeur financier à temps plein. D'accord ? Donc souvent quand on m'appelle, les dirigeants se ressemblent quasiment tous. Ils sont bons techniquement, donc c'est-à-dire qu'ils ont une bonne réputation. Ils sont bons commercialement, ils arrivent à avoir du business. Par contre, ils ont 2-3 problématiques qui reviennent souvent. Les premiers, ils me disent que ils manquent de maîtrise sur leur flux, sur leurs finances. Ils ont du mal à avoir la visibilité, ils ont du mal à maîtriser leurs finances, ce qui peut un peu les stresser. Les seconds, eux, soit ils sont en manque de cash ou en manque de rentabilité, ou les deux. Donc travailler 365 jours par an pour au final manquer de cash ou manquer de renta, c'est très frustrant. Ou pour les derniers, ils ont besoin d'un regard extérieur. Ça fait 2-3 ans qu'ils stagnent. Ils n'ont pas de problème de rémunération, pas de problème de cash, pas de problème de rentabilité. Par contre, ils stagnent un petit peu, ils ont besoin d'un regard extérieur pour passer à la vitesse d'après. Ok, très clair pour le retour. Pour commencer, j'ai tout de suite envie de cuisiner. À chaque fois, pourquoi, quand je rencontre un DAF, il me dit que le premier truc qu'il faut couper, c'est le marketing ? J'ai besoin d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. La première, c'est qu'il ne m'a pas rencontré. Ok. Déjà. La deuxième, c'est qu'en fait, un directeur financier, il faut savoir que dans ses gènes et dans ce qu'il est, c'est quelqu'un de pragmatique, de chiffres, qui a besoin de rationaliser des décisions. Et rien de plus de peu palpable que le marketing. Ok. D'accord ? Donc souvent, on va se dire, quand c'est pas palpable, quand c'est pas mesurable, quand c'est pas héroïsable, donc on a du mal à estimer un retour sur investissement, on va le couper. Voilà, pour globalement les raisons. Et si la boîte est en décroissance, on coupe ce qui peut être superflu, ce qui est souvent un mauvais indicateur quand une boîte commence à couper le marketing ou commence à couper la visibilité, la notoriété, ou grosso modo l'idée de partir un peu en expansion, c'est souvent un mauvais signe. Ok, très clair sur le sujet. Toi, quel est ton avis sur les boîtes qui essaient justement de faire un petit peu de marketing ? On en voit de plus en plus maintenant, qui essaient de lancer quelques petites choses par-ci par-là en essayant de limiter le plus possible les budgets parce qu'ils ne savent pas globalement où est-ce qu'ils vont. Toi, c'est quoi un peu ton retour d'expérience là-dessus sur ces boîtes-là ? En fait, tu as 2 types de boîtes aujourd'hui, tu as 2 types de marchés. Tu as le marché captif et tu as le marché de conquête. Le marché captif, c'est des choses dont tu as besoin. Une pharmacie, un coiffeur, une boulangerie, un expert comptable. Des choses qui sont obligatoires Une boîte du BTP, voilà. Bien sûr, c'est obligatoire. Et en fait, quand on a besoin, on appelle celui du coin. Et en fait, il y a très peu besoin de marketing, très peu besoin de développement commercial, parce que le business est là, c'est ça qu'on appelle captif. Et puis, il y a le marché de conquête. C'est un peu ce que toi et moi on fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce podcast, où on est en conquête. Le besoin n'est pas réel. Il va falloir le matérialiser, il va falloir le démontrer. Et pour ça, on va devoir y mettre des actions de marketing. Okay. C'est là, et c'est souvent dans ces business-là, où je pense qu'un marketeur va travailler. Déjà, je voulais bien différencier les deux. Il faut savoir que par contre, si on met du marketing dans un business en général captif, ce que personne ne fait, c'est carton plein. D'accord ? Okay. Très souvent, tu prends le coiffeur du coin qui commence à faire 2-3 actions de marketing, de réseaux sociaux, de Snapchat, de témoignages clients. Souvent d'ailleurs, c'est carton plein. Donc voilà, je voulais vraiment séparer le côté marché captif de marché de conquête. Et ensuite,
pour beaucoup de dirigeants. En fait, tu as deux types de dirigeants. Tu as des dirigeants qui sont jeunes, qui ont grandi avec Facebook, qui ont grandi avec MSN, qui ont grandi avec la Skyblog, qui ont entre 25 et 35 ans. Pour eux, le marketing, c'est limite une seconde nature. Ils savent ce que c'est, ils savent se marketer, ils savent parler, ils savent discuter, ils savent faire des réseaux sociaux, faire un peu de Google, etc. Et puis tu as les autres types de dirigeants, souvent ce que moi je peux accompagner, qui sont un peu plus vieux, plus anciens, qui eux ont besoin, comprennent pas le marketing, comprennent pas l'intérêt de se mettre sur les réseaux, de s'afficher, etc. Et ils vont faire des posts très avant-après, très témoignage client, très beau fou. Très bottom of funnel et qui comprennent très pas trop bien acheté chez moi et en fait c'est vraiment quelque chose de très c'est hyper technique et le marketing s'arrête à peu près là pour eux. D'ailleurs ils vont plus dire que c'est de la communication et ils comprennent pas vraiment l'intérêt, quoi. Ok, très clair là-dessus. Toi, avec ton regard de financier, en fait, comment tu vois le sujet marketing, notamment pour une entreprise qui fait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires? Parce que pour rappel, ta cible, de ce que j'avais compris, c'était majoritairement des entreprises de services entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires. Toi, c'est quoi un peu ta vision du marketing pour ces entreprises-là? Il y a de tout. Honnêtement, la plupart en font pas. Ok. Et ceux qui en font peu, et j'en ai très peu, qui font des choses assez extraordinaires, on en reparlera après. Et voilà, parce qu'en fait j'ai beaucoup de boîtes qui sont dans le BTP, j'ai beaucoup de boîtes qui sont dans un business assez traditionnel, assez ancestral, de la livraison, du BTP, de l'industrie. J'ai aussi quelques boîtes de services, elles font du marketing. Et donc dans ces business-là, on travaille beaucoup au bouche à oreille, à la recommandation, à l'adresse, au numéro de Sirette qu'on peut voir sur société.com. Tiens, j'ai une boîte, elle est à côté, je vais l'appeler et ça s'arrête grosso merdo là. Donc c'est des boîtes qui sont très drivées par la partie plutôt sales que plutôt par une partie marketing, de ce que je comprends sur ces boîtes là. Totalement. Et en fait pour eux le marketing c'est plutôt d'ailleurs ils ont du mal à séparer marketing et vente et ils vont allouer du budget et en fait des recrutements sur la partie purement vente. Ils vont recruter des chargés d'affaires, des responsables commerciaux, un sales clairement. Et ils vont être en charge de transformer un devis à une facture ou transformer un prospect à un client. Ça s'arrête pour la plupart là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants, notamment sur la partie PME, qui se disent que globalement, en fait, le centre de profit, ce qui permet de générer du chiffre d'affaires, c'est vraiment la partie sales. Et là, pour le coup, il y a un directeur commercial de mis en place, des recrutements, etc. Il y a une vraie structure qui se met de ce côté-là. Par contre, quand on leur parle souvent de la partie marketing, en fait, ils se disent, globalement, c'est un truc qui est quand même beaucoup moins proche du sujet revenu. Et en fait, il y en a beaucoup qui se disent, en fait, je peux me contenter uniquement de cette partie sales et moins aller sur cette partie marketing. Exactement. Déjà sales, ils n'utilisent pas déjà. Ouais. Et c'est vendeur. Vente, chargé d'affaires. Ouais. Voilà. Et marketing, ils n'utilisent pas non plus. Ils utilisent communication. Voilà. Donc déjà, en termes de verbatim, on est sur des vendeurs, des commerciaux, des responsables d'affaires, des chargés d'affaires, ou sur de la communication. Voilà. Même le terme community manager, ils connaissent, mais c'est pas leur langage. Ils sont plus sur de la com à l'ancienne. Ok, très clair là-dessus. Toi, dans les différents types d'entreprises que tu vas pouvoir accompagner, quels sont un peu les différents types de profils d'entrepreneurs que tu peux retrouver par rapport aux entreprises que tu accompagnes? Moi, j'arrive à identifier aujourd'hui 3 types de boîtes avec lesquelles je travaille. Bon, les premiers sont en décroissance, ils sont en perte de vitesse. Donc, souvent, c'est parce qu'ils manquent de business. Donc, soit ils manquent de leads. Tu vois, leads, pareil, c'est un mot qu'ils n'utilisent pas. Ils manquent de prospects, ils manquent de devis, ou ils manquent de demandes. Donc, naturellement, ils sont en décroissance. Donc, eux, ils cumulent les problèmes. C'est que, déjà, en communication, en marketing, il n'y en a pas. Et en vente, ils ne font pas le travail non plus d'aller chasser ou d'aller essayer de choper un peu des demandes ou faire de la prospection à l'ancienne. Ça, c'est le premier type de boîte que je peux accompagner. Là, on est clairement sur du plan de retournement. Il y a une strate de retournement qu'il faut avoir et il faut être OK avec. Le deuxième type de boîte, c'est la boîte qui dépend totalement du bouche à oreille. Je prends vraiment l'angle marketing, qui dépend du bouche à oreille et qui va là où les clients leur disent d'aller, grosso merdo. Donc, un client A est content, on a fait le travail, il va en parler au client B, à un mec B, ils vont l'appeler, faire devis, on va travailler. Ou un responsable d'une grosse boîte, un donneur d'ordre, va changer de poste et donc il va aller dans une boîte concurrente et donc il va rappeler ce client-là et donc finalement ça va lui faire 2 clients. Ça, c'est un exemple. Ces boîtes-là ont des croissances chaque année très linéaires.
Ouais, c'est du plus 5, 10, 15% maximum à l'année. Ça varie entre moins 10 et plus 10, plus 15, plus 20. Ça monte un peu, ça peut descendre s'il y a une mauvaise année, s'il y a une catastrophe. Ça peut globalement, les années montent. Le coefficient, enfin la pente, la pente en maths à l'époque, les fonctions AX plus B, on est plutôt sur une pente qui est assez horizontale, qui est assez linéaire, et la croissance est assez prédictible. Eux, pour le coup, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'anticipation, ils ont besoin de... Si jamais il y a un problème, il faut le détecter rapidement. C'est des profils plutôt prudents, en fait, dans leur gestion de l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler du bon père de famille sur la manière de gérer, quoi. Du bon père de famille. Souvent, en fait, c'est des gens qui techniquement sont très bons. À un moment donné, on leur a donné plus de responsabilités. Ils ont voulu faire, faire du business, et puis ils se sont dit je suis bon technique, je suis bon business, je sais satisfaire un client, je sais le signer. C'est la base d'une boîte en fait. Donc je vais monter une boîte. Et la boîte elle est montée, donc soit ils vont la racheter, soit c'est le fils du papa qui va reprendre la boîte, soit ils vont monter une boîte parce qu'ils ont marre d'être salariés et ils vont monter la boîte. Et donc par contre en termes de com, de marketing, de business, de stratégie, de growth, de peu importe ce ils connaissent pas, c'est pas leur sujet. Ils connaissent pas, par contre ils savent satisfaire un client et voilà, ils savent vendre. Et pour les derniers, on est clairement sur des boîtes qui sont en pleine croissance, qui savent faire du plus 30, plus 50%, x2, x3 par an. Et là pour le coup, on est clairement sur de la gestion de cash, de la gestion de trésorerie, parce que la croissance coûte souvent très cher. On avance souvent beaucoup plus de frais qu'on encaisse à court terme, donc c'est ça le BFR. Hein. Et là, en termes de gestion, faut être sûr que le CA qu'on fait rentrer, c'est du bon CA, et c'est pas juste du CA, c'est aussi du CA qui fait de la marge brute. Puis il y a le sujet aussi de la production ensuite, parce que clairement, rentrer du chiffre d'affaires, c'est pas une condition suffisante pour avoir une entreprise qui tourne. Totalement. Et la croissance crée beaucoup de chaos, toutes les strates, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient techniques, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient RH, qu'elles soient administratives, qu'elles soient financières. Et là, on est sur de la gestion un peu de chaos en permanence, et il faut toujours structurer, toujours anticiper beaucoup les choses. Voilà un peu les types de boîtes que je peux accompagner. Et en termes de marketing, ces boîtes-là sont en général, soit elles ont une bonne image, soit elles font de la com, soit elles font les choses un peu mieux que les autres, mais en vérité sur le marché aujourd'hui, vu que personne ne fait grand chose, il n'y a pas grand monde qui fait des bonnes actions. Le niveau sur pas mal de marchés est quand même relativement bas sur le sujet marketing. Voilà, et donc sur ces boîtes-là qui font entre 1 et 10 millions, tu fais un peu mieux que les autres, tout de suite le business il vient à toi. Et ces boîtes-là partent en hypercroissance très rapidement, et elles se disent faire du business c'est pas compliqué. Parce qu'en fait tu fais des choses que les autres ne font pas, et tout de suite ça paye. Ok, très clair sur le sujet. Toi, il y a un type d'entrepreneur avec lesquels tu préfères travailler par rapport à d'autres, ou globalement les trois profils sont les trois profils avec lesquels tu apprécies travailler? Non, moi je préfère travailler avec les boîtes qui sont en croissance. En fait, moi je suis plutôt un homme de guerre. Je suis un homme qui aime bien régler les problèmes. Donc les boîtes qui sont en décroissance, j'aime bien aussi. Parce que du coup, il y a un sujet commercial souvent dans les boîtes qui sont en décroissance. Donc moi je peux apporter mon angle marketing, sales, ou en tout cas de bon sens, de dire écoutez là... Pas juste la casquette de financier, mais vraiment une casquette en plus opérationnelle que tu peux avoir là-dessus. Voilà, le côté consultant en stratégie, parce que gérer les chiffres et gérer ce qui se passe en interne c'est bien, mais à un moment donné quand ça rentre plus les chiffres, il faut aller les chercher. Et ça c'est la partie marketing et sales. Ou les boîtes qui sont en hypercroissance, parce que ça pisse le sang, et parce que t'as un vrai intérêt à piloter la boîte. Ton regard très factuel, très froid de financier va apporter beaucoup de clairvoyance dans une période de gestion de stress, de gestion des fois d'euphorie et d'hypercroissance où il y a beaucoup d'émotions et très peu de rationalisation. Et pour les boîtes qui sont au milieu, j'ai un peu moins de kiff perso. Par contre, elles ont toujours des besoins. Elles fonctionnent souvent comme des boîtes à l'ancienne. Elles travaillent avec 6 Excel, avec 3 dossiers Word et un fichier, un dossier sur des logiciels à l'ancienne. Bon, il y a moyen d'automatiser et de digitaliser pas mal les choses. Ok, très clair sur le sujet. Globalement, c'est quoi un peu les bonnes pratiques et aussi les erreurs que tu as pu apercevoir sur les boîtes que tu as accompagnées sur les sujets notamment finance? Alors, je vais commencer par les mauvaises pratiques parce qu'il y en a quand même souvent beaucoup de ce que moi je vois, de ce que je constate. La première mauvaise pratique, c'est qu'il y a un désalignement entre l'objectif de CA qu'on veut faire à l'année et les moyens mis en face. Je te donne un exemple. Une boîte a fait 5 millions, allez, on veut faire 7 millions cette année. Du coup, on va recruter un marketeur. Et en fait, on va prendre un alternant en bac plus 3 à 1 000 € par mois, et on va lui dire gère le marketing de la boîte. Voilà la première heure. Tu veux faire plus de millions, tu prends un mec qui va... Tu fais des très bons clients pour nous ensuite, c'est l'avantage. tu vois un mec qui coûte 10 000 à l'année et qui est en apprentissage et qui est en plus désengagé. Donc il y a une décorrélation entre l'ambition et les moyens. Et déjà même là, à ce moment-là,
y a un problème. Et tu sens que ça sert pas à grand chose. Et bon, du coup, au bout d'un an, le mec il va pas être renouvelé parce que en même temps, il a pas eu les moyens, il a pas l'intérêt. Sauf si vraiment c'est un magicien, ça va. Bon, en tout cas, c'est la première chose que je vois qui matche pas dans une boîte de marketing. Deuxième chose qui va pas. Là, c'est plus un sujet de awareness et de notoriété, en fait, de connaissance en interne de ce que c'est que le marketing en 2025. Beaucoup de gens, c'est simple, moi je communique sur LinkedIn, toi aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on communique sur LinkedIn. Beaucoup de gens disent, mais je vais pas raconter ma vie, tu vois. Je suis pas influenceur. Voilà. Il y a aussi un manque de culture. Il y a un manque de c'est très français, de ne pas partager ses retours d'expérience aux autres, ne pas raconter sa vie. Je vais pas aider mon concurrent, je vais pas raconter ma vie, faire le guignol sur les réseaux, c'est des choses qu'on entend, je pense, assez souvent là-dessus. Ah, mais j'ai entendu des tonnes de fois ça, sauf que aujourd'hui on en a besoin dans un monde où la confiance est rompue sur tous les sujets. Je vais pas rentrer sur la partie politique, géopolitique, même marketing, où tout le monde fait du marketing aujourd'hui. Et tu vois beaucoup d'escrocs. Dans un monde où la confiance est rompue, justement faire du marketing et parler de soi, de ses valeurs, de sa vision, de ce qu'on voit dans le business, alors qu'on fait exactement la même chose que le concurrent, c'est essentiel. Et dans 90% des boîtes, elles le font pas. Et pour les dernières, non, c'est bien. J'ai ces deux types de profils-là, ces deux exemples-là où je vois où c'est mal fait. Et si troisième sujet quand même, c'est vouloir avoir un marketing très héroïsable. Où on se dit j'investis 1, je vais récupérer un 5, sinon j'y vais pas. C'est une logique de DAF, ça, normalement. T'es pas censé me partager ce retour-là, t'es censé me dire moi je veux du retour sur investissement en tant que DAF, non? Exact. Mais c'est pas toi que je vais l'apprendre. En fait, c'est une question de stratégie, c'est une question d'ambition. Demain, tu me dis je veux mettre 50 000 à l'année sur la notoriété du dirigeant. Il n'y a pas de ROI possible en face. Je me dis ok, ça peut s'accepter à partir du moment où le dirigeant prend notoriété et prend en posture, et peut-être qu'on va plus signer beaucoup plus facilement des deals parce qu'il est connu, parce qu'il est reconnu, ou peut-être qu'on va avoir du lead. Mais je préfère partir du principe que quand on met du marketing, on fait les choses sans tout de suite avoir un retour sur investissement et sans tout de suite vouloir un retour très rapide, parce que moi ça permet de faire les choses bien, de façon qualitative, et je me dis c'est une poche, j'y touche pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent quand on croit pas dans les choses, on le fait un peu de façon désalignée ou de façon en mettant le pied sur le frein. Si on essaie d'accélérer, mettre le pied sur le frein en même temps, enfin ça crée une dissonance là-dessus. Et c'est exactement le sujet du ROI sur le marketing. Quand tu dis je suis prêt à investir 1000 mais je veux récupérer 2000 tout de suite, ou 5000 tout de suite, t'es clairement en train de dire, et donc tu passes par une boîte comme la tienne ou une autre, t'es clairement en train de dire en fait j'y crois pas. En tout cas, moi, je vais pas investir. Moi, je vais pas m'investir plus que ça. Je vais pas y croire plus que ça. Donc, montrez-moi vos résultats. Et en fait, du coup, déjà de fait, l'agence, elle va à charbon toute seule. Et le dirigeant ou le donneur d'ordre qui a fait appel ou qui va investir là-dedans, tu sais que s'il y a pas de résultat en face, ils vont s'arrêter. Sauf que le marketing, c'est pas ça. C'est de la saisonnalité. C'est le mois de mars, t'as pas les mêmes résultats qu'au mois d'août. Le mois d'août n'a pas le même résultat qu'au mois de décembre. C'est du test and learn aussi. Très clairement. Il y a de la créativité. La créativité, ça veut dire que la créativité, tu peux l'avoir sur. Moi, je vois bien sur LinkedIn. J'ai 90% de mes posts qui flopent et j'ai 10% de posts qui réussissent. Je me dis bon ok là, mais j'ai trouvé ces posts là. Sauf que ces surperformeurs en plus sont capables de compenser largement la performance, qui fait qu'au global t'as un mix qui est plutôt cohérent, même si t'as que 10% de ce que t'as produit qui est performant, c'est tellement plus performant que le reste que globalement d'un point de vue retour sur investissement t'arrives bien à t'y retrouver en fait. Mais exactement. Alors tu vois, t'as totalement raison, et moi je le voyais aussi en mode imaginons tu fais un post par jour pendant 30 jours. Je t'ai dit 90% d'échecs, donc c'est-à-dire que tu n'en as que 3 qui réussissent. Ça veut dire que sur le mois d'après, tu peux partir sur 3 fois plus ou 5 fois plus de ces postes qui réussissent. Mais tu l'as fait parce que tu as eu un taux d'échec. Et donc, avoir une dynamique très héroïsable, très deadline, rapide, sinon on coupe, c'est pour moi un non-sens en termes de marketing. Évidemment, tu peux dire en tant que financier, tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues. Ouais, mais parce que augmenter le chiffre d'affaires d'une boîte, c'est quand même c'est la première ligne d'un compte d'exploitation. Tu as envie de la faire grossir, et même en tant que DAF, faut pas être trop mauvais. Tu as quand même envie de développer du business. Donc oui, couper les coûts, c'est facile, mais augmenter le chiffre d'affaires, c'est un vrai sujet aussi. Et quand c'est bien fait, et quand c'est bien fait et que tu as un vrai angle, etc.,
non, tu dois avoir une culture bizdev, même en tant que DAF. Ok, très clair là-dessus. Donc si on doit synthétiser un peu les différents points que tu m'as partagés, c'est globalement d'un point de vue retour sur investissement, on n'attend pas des retours sur investissement tout de suite ultra mesurables sur le sujet, on aligne entre ses ambitions et ses moyens, et globalement on fait en sorte d'être structuré et d'avoir de la clarté sur ce qui est déployé sur cette partie-là. Ok, écoute, très clair pour le retour là-dessus. Ma question par rapport à ça, parce que là on a partagé différents points qui peuvent être peut-être un peu plus théoriques, d'un point de vue pratique, toi, est-ce que tu pourrais me donner, sans citer évidemment le nom du client ou quoi que ce soit, mais me donner des cas justement un peu plus concrets que tu aurais pu voir sur le terrain par rapport à ça, d'erreurs justement sur le sujet? Ouais, c'est simple. Moi, j'ai arrêté d'accompagner une boîte en juin 2024. La boîte, elle faisait 1 million. Elle allait faire 1,4 million sur l'année. J'ai arrêté parce que j'ai monté un cabinet d'expertise comptable avant. Ok. Et j'ai dit, je peux plus m'occuper de toi. Et en fait, elle faisait pas forcément plus de croissance sur le premier semestre. Et sur le deuxième semestre, elle a fait beaucoup de croissance. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait rentrer un nouveau marché. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais elle a fait rentrer un nouveau marché dans les produits qu'elle vendait. Et plus 40% sur 7 mois. Okay. Donc, grosse croissance. Elle a fini à 1,4 million de tête. Okay. Sauf que, première problématique, elle a fait rentrer du CA, elle n'a pas fait rentrer de la marge brute. Première problématique. Erreur classique. Donc en fait, tu te dis, bon, après, tu as le droit de te dire, bon, ça fait plus de CA, ça fait quand même, en termes de quantité, c'est bien. Et même si la marge brute, elle est un peu. Donc la quantité de marge que tu gagnes par euro baisse un petit peu, ça fait quand même plus de marge. Ouais. Ouais, mais deuxième sujet, le stock. Plus tu pars en croissance, plus tu as besoin de stocker. Donc, ce que tu peux gagner en marge, tu le perds en stock et globalement, ça fait des immobilisations en plus. Tu peux le basculer en stock. Donc, ça peut être une deuxième problématique. Troisième problématique, pour faire cette marge brute-là, tu as besoin d'augmenter en interne soit tes productifs, soit tes improductifs. Donc, en fait, imaginons, peut-être tu faisais 20% de marge brute sur les 400 000 que tu viens de faire, mais pour ces 20% de marge brute que tu gères, donc 20% de 400 000, ça fait 80 000 euros de marge brute, tu as eu besoin de recruter 3 salariés qui t'en ont coûté 100. Donc en fait, ta quantité de marge a augmenté, mais ta quantité de charge fixe a augmenté beaucoup plus fort que ton augmentation. Et donc ton CA, c'est du mauvais CA. Donc la croissance du CA, c'est en lien avec le marketing. Hein. Ils ont fait du marketing, ils sont partis en croissance, etc. Mais la génération de marge brute a été compensée négativement, malheureusement, par une baisse de marge, parce qu'on est parti chercher des marchés sur lesquels on ne mettait pas les marges qu'on voulait. Et en plus, en interne, on a mis plus de personnes pour gérer cette croissance. Double effet qui se coule et triple effet qui se coule avec le stock. Bah, tu finis avec une boîte à la fin de l'année qui fait 40% de plus de CA, mais qui est passé d'une rentable de 5 à 1. Ok. Ce que j'aime en fait, c'est que là tu nous parles de stratégie. En fait, pour moi vraiment la clé pour avoir un marketing qui soit performant et qui puisse vraiment apporter à la boîte, c'est justement de faire en sorte que marketing, sales, donc la partie vente et la partie direction et même direction administrative et financière dans ton cas dans l'entreprise puissent toutes être alignées. Parce qu'en fait c'est la problématique dans plein de boîtes, c'est globalement si chacun fonctionne un petit peu en silo et que tout le monde parle un petit peu des chiffres de tout le monde, etc. et qu'en fait personne n'est vraiment responsable à chaque fois de son pôle, bah en fait ça donne ce genre de situation, et là pour le coup tu vois l'impact tout de suite sur la marge que tu obtiens à la fin, quoi. Toi, sur la partie organisation et structure, sur la partie marketing, il y a un vrai sujet qui revient tout le temps, et la réponse, je pense qu'à mon avis elle va être assez large, c'est quel pourcentage de ton chiffre d'affaires tu vas aller investir dans le marketing? Bon, c'est une question d'ambition. Déjà, si tu me dis je compte investir 1% de mon CA en marketing, je me dis bon en fait tu crois pas. Ouais. Donc en fait viens on le fait pas. Comme ça, on passe à 0%, on se fait pas chier à faire un BP. On perd pas de temps. Voilà, on perd pas de temps, on est à l'aise avec ça et on passe du temps sur autre chose. Voilà. Maintenant, quand tu es vraiment ambitieux et que tu veux mettre une vraie poche en marketing et tu veux investir, je sais pas, peut-être 10, 15, 20% de ton CA en marketing pur, je parle même pas encore de sales, je parle vraiment pur en marketing. Moi, j'ai besoin que l'entrepreneur soit ambitieux déjà. Qui me dise, j'ai des grosses ambitions. C'est mon job d'être un profil croissance, en fait, plus que le profil, on va dire, un petit peu prudent dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, un mec qui vient... En fait... L'entrepreneur doit être entreprenant. Ouais. Donc, il doit toujours voir le potentiel plutôt que les risques. Moi, mon job à moi, c'est de voir les risques. Ouais. C'est mon job à moi de voir les risques. Donc, je vais lui demander d'être ambitieux sur tout ce qu'il me demande. Et moi, après, je vais essayer de rationaliser un petit peu. Donc, un mec qui me dit, je veux investir 15% de mon CA. J'ai 15% du CA, donc sur une boîte qui fait 2 millions, 15%, ça fait 300 000 à l'année. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais pour un objectif précis, après, mon sujet, ça va être de trouver les leviers et la projection de rentabilité potentielle. Ouais.
Et il y a plein de sujets derrière, j'en ai parlé juste avant. Est-ce que la marge brute sur ce marketing va rester le même? Est-ce qu'on va augmenter notre marge brute sur le CA qu'on fait? Parce que c'est possible aussi. Tu changes de marketing. Tu prends un positionnement un peu plus haut de gamme. Ouais, ça reste une nouvelle cible, par exemple. Ouais. Je peux te dire, mes prix vont augmenter de 10-15%. Donc en fait, les 15% que tu prends en plus en CA, peut-être que tu peux les récupérer sur ton prix. Peut-être, c'est des hypothèses. Mais moi, après, j'ai besoin de mettre des hypothèses. J'ai besoin de mettre des hypothèses. Et après, est-ce que ça va augmenter si on investit autant en marketing et que ça augmente du coup autant les ventes et donc le CA? Est-ce que la structure de coût reste la même ou est-ce qu'il va falloir recruter des administratifs supplémentaires, des managers supplémentaires? Donc tu augmentes les non productifs et forcément ça a un impact à la sortie. Exactement. Et après c'est vraiment un travail de minutieux entre voilà l'ambition et moi comment je vais le décomposer sur les strates opérationnelles de toutes les personnes, de tous les services qu'il peut y avoir, hein, service logistique, service client, service prod, service technique, service voilà. Ok, donc si on part de la base, toi ta vision c'est vraiment de dire, globalement mon rôle c'est de voir le niveau d'ambition de l'entrepreneur. S'il me dit 1-2%, globalement on va pas perdre de temps parce qu'en fait on va essayer de bricoler avec 3 fois rien et on n'aura pas les résultats en face, donc là autant dire 0, mais c'est pour autant d'aller le contrebalancer entre guillemets un petit peu et s'il commence à te sortir on va mettre 15, 20, 25%, de regarder toi, de mettre la tête à ce moment là dans les chiffres et de lui dire ok, je vois l'intention de croissance, je vois là où tu vas aller, par contre vis-à-vis de ce que tu as mis en place à l'heure actuelle, des marchés que tu vas aller chercher, etc. Je pense qu'il serait peut-être plutôt raisonnable d'avoir un niveau de pourcentage de budget marketing un peu inférieur par rapport à ça. C'est un peu ta vision sur la chose? Oui, bien sûr. Moi, je veux qu'il reste entreprenant, qu'il reste à garder sa vision du futur, qu'il reste à être ambitieux. Moi, après, je m'occupe de rationaliser ce qu'il dit. Après, je lui dirai oui ou non. Mais s'il me dit, je veux investir 20% de mon CA en market, je vais dire bon, ok. Après, je vais revenir vers lui, je vais dire 20% c'est non. En tout cas, tu ferais une grosse erreur, mais 8%, on peut trouver moyen de le rentabiliser et on peut trouver moyen de trouver... J'ai un scénario, j'ai 2-3 scénarios où ça va pouvoir le faire. Maintenant, si tu me dis 20%, va falloir faire ça derrière, tel recrutement, tel niveau d'emmerde, et ça peut être compliqué sur 12 mois. Par contre, si on fait plutôt 7 la première année, 7 la deuxième année, je sais pas, 7 la troisième année, on est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Maintenant, c'est toujours 7% de CA, 7% d'une boîte d'1 million, c'est 70 000, ça fait 6 000 euros par mois. C'est déjà sur une boîte d'1 million. Hein. Ouais. Donc c'est déjà un beau budget. Hein. Ok, très clair sur le sujet. Donc ouais, tu pars vraiment de l'objectif business pour voir ensuite face à cela et face un peu aux différentes visions par rapport à ça, quel budget en sortie tu vas devoir avoir en fait. Mais en fait, moi dans ma tête, en fait le dirigeant il va me parler, voilà mon ambition, et lui il va le corréler entre son ambition à lui personnel, son chiffre d'affaires et peut-être sa rémunération personnelle. Après, moi, je vais voir tout le compte d'exploitation qui va se décomposer déjà avant même de rentrer dans les chiffres. Dans la tête, je vais l'avoir. Donc, je vais savoir déjà tout de suite où est-ce que je vais devoir creuser, où est-ce que je vais devoir améliorer les choses et quel type et les services que je vais devoir challenger. Parce que si on investit autant pour aller gagner des parts de marché, il faut être prêt derrière. Ouais. Parce que si on investit et qu'à la fin, ça pète en interne parce qu'on se dit, en fait, on n'était pas prêt. En fait, techniquement, c'était pas bon. Faut assumer la prod ensuite. Hein. Exactement. C'est de l'argent un peu perdu en l'air et c'est peut-être de l'acquisition. Alors, c'est du marketing, puis après de l'acquisition qu'on aura perdu. Okay. Et donc, peut-être même une notoriété qui va baisser. Peut-être même une réputation qui va baisser. Peut-être même des clients qu'on va insatisfaire. Peut-être même de façon définitive. Donc, il y a un vrai sujet d'opérationnel derrière et d'aligner tous les sujets de la boîte, et donc pour moi, toutes les lignes de compte d'exploitation, avec l'ambition du dirigeant. Ok, très clair. Moi, il y a une logique que j'aime beaucoup avoir sur le sujet notamment du développement d'une entreprise et notamment du budget marketing, c'est la partie Golden Ratio. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu connais, toi, de ton côté, ce sujet du Golden Ratio. Si, je suis moi-même le premier marketeur de ma boîte aujourd'hui, donc si, c'est un sujet que je connais bien. On va peut-être faire un petit rappel à l'audience. Je te laisse le définir, tu définiras mieux que moi. Avec grand plaisir, le Golden Ratio, en fait, on peut le définir concrètement avec un espèce un peu de camembert, où globalement, on va avoir un tiers de recommandations, un tiers de publicité, et on aura un dernier tiers qu'on va avoir plutôt avec une partie qu'on va appeler organique. L'idée de ça, c'est en fait d'avoir une acquisition qui soit bien structurée sur la boîte, parce que la recommandation, c'est quelque chose de très sain sur une entreprise. La partie
partie publicitaire pour faire en sorte d'avoir du contrôle, c'est-à-dire globalement on pose X sur la table, ça nous permet de pouvoir tout de suite être visible parce qu'en fait on donne de l'argent aux régies publicitaires, et plutôt une partie organique qui va venir justement complémenter cette partie acquisition, faire en sorte qu'on n'ait pas de coût d'acquisition sur cette partie organique, et en plus de venir servir la crédibilité de la boîte. Donc c'est ça un petit peu le fonctionnement du Golden Ratio pour rappel pour l'audience. Toi, dans les entreprises que tu accompagnes, quand tu arrives dessus, c'est quoi un peu le ratio que tu vois? Tu as ce magnifique 1 tiers ou on est sur quelque chose d'un peu plus chaotique? Non, honnêtement, 90% des boîtes que j'accompagne, c'est 95, 2-3. Ok. Donc là, pour le coup, il y a une légère répartition à revoir, peut-être. Honnêtement, déjà, s'il y avait du 50-50, ce serait déjà une bonne chose. Déjà. Ok. En vérité, la plupart des boîtes que moi j'ai dépendent du bouche-oreille, dépendent de leur notoriété, dépendent. Enfin, c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire qu'en fait, ils savent générer du devis, ne serait-ce que parce qu'ils travaillent bien et leur réputation, donc c'est une très bonne chose. Et ils savent les satisfaire, les nouveaux clients qui rentrent, et se grossissent un peu naturellement. Donc c'est une bonne chose. Par contre, moi, quand je sais que l'acquisition client est totalement dépendante du bouche-oreille, moi j'ai un réflexe très simple. C'est que le Golden Ratio, je le connais. Il suffit de faire une règle de 3. Si ton acquisition client c'est 100% du bouche-oreille ou 90%, ça veut dire que je sais que si on veut atteindre le Golden Ratio, aujourd'hui la boîte fait entre 2,5 et 3 fois moins que ce qu'elle devrait faire, de ce qu'elle pourrait faire. Okay. Pourquoi ? Parce qu'on a un tiers en organique qui n'est pas du tout exploité, et un tiers le deuxième tiers c'est quoi ? Publicité. En publicité, qui n'est pas du tout exploité. Donc moi je me dis, bah écoute, j'ai un ratio là dans la tête qui me permet de savoir que la boîte, en termes de potentiel, elle pourrait faire x3. Okay. Je suis directeur financier, si la ligne du chiffre d'affaires peut monter, bah, ça va forcément m'intéresser. Ok. Donc c'est un vrai sujet. Très clair sur le sujet. Sur la partie marketing notamment, forcément pour pouvoir avancer dans le développement d'une entreprise, ça passe aussi par différents objectifs business qu'on va aller chercher. Tu parlais notamment d'objectifs de développement du chiffre d'affaires, développement de la marge, etc. Comment tu fais en sorte, toi, ensuite, de pouvoir traduire ça en objectif d'un point de vue marketing ? Parce que c'est très sympa de se dire il faut aller chercher X. Le sujet, c'est ensuite on le fait comment ? Et avant de savoir comment on le fait, c'est déjà quel est l'objectif dessus. Comment tu quantifies un petit peu tout ça, toi, en fait ? En fait, il faut voir la boîte comme un entonnoir. Il faut voir la boîte comme quand je fais rentrer 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans ma boîte, donc de chiffre d'affaires, il me reste combien à la fin ? Ok. Entre chiffre d'affaires, marge brute, marge nette. Un compte d'exploitation. Voilà, compte d'exploitation, le résultat, le PGE peut-être que tu rembourses et qui passe pas. Bref, et à la fin, il me reste combien ? Il faut voir la même chose, mais dans l'autre sens, sur la partie marketing. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'est que le résultat. En fait, quand on regarde la partie que financière, le chiffre d'affaires, c'est la première ligne. Ouais. Quand on est sur la partie purement marketing et sales, c'est la dernière. Ouais. En fait, il y a un entonnoir au-dessus qu'il faut regarder. Donc le chiffre d'affaires, c'est quoi ? C'est un nombre de clients multiplié par un panier moyen. Exactement. Donc déjà tu as la ligne qui est au-dessus. Ce chiffre d'affaires-là, donc le panier moyen, on le connaît. Le nombre de clients, comment on fait ? C'est un nombre de prospects. C'est un nombre de clients divisé par un nombre de prospects. Combien j'ai transformé de devis en facture ? Quel est mon taux de transfo côté commercial ? Quel est mon taux de transfo ? Et juste au-dessus, quelles actions j'ai menées pour générer des prospects ? Et souvent là, on est sur des sujets de visibilité, de vues. Alors soit ça peut être très mécaniquement de carte de visite, soit de réseaux sociaux, de millions de vues. Et donc, ces vues-là, je mets quel argent pour faire ces vues ? Et après, tu as plein de possibilités. Je fais des salons, je fais tous les BNI du coin, je fais du YouTube, je fais du Facebook, je fais de l'Ads, je prends un panneau publicitaire dans le centre commercial de ma ville, peu importe. Mais après, j'ai le budget et je sais le nombre de vues que je dois générer. Okay. Donc, nombre de vues égale nombre de prospects, égale ensuite, tu mets la ratio à chaque fois, nombre de clients, multiplié par le panier moyen égale chiffre d'affaires. Et après, on arrive sur la finance. Donc, c'est ce qu'on appelle du reverse engineering. Tu pars du chiffre d'affaires potentiel et de l'objectif que tu veux pour remonter à chaque fois au-dessus. Et après, ton nombre de vues, c'est là que toi, tu vas intervenir. Moi, c'est plus mon sujet, mais c'est là que tu peux commencer à allouer du budget. Ok, donc toi ça permet d'avoir des objectifs qui sont très clairs ensuite, qui permettent ensuite d'être communiqués aux équipes opérationnelles, qu'elles soient aussi bien internes que externes, donc on passe par des gens compétents qui vont être en capacité d'être en plein contrôle entre guillemets sur les différentes métriques dont ils sont responsables. Typiquement le nombre de vues, ça va être la personne qui sera en charge du marketing qui en est responsable. Les différents taux de transformation notamment, ce sera les commerciaux qui en sont responsables. Et ça c'est un truc que tu vois souvent dans les entreprises, à savoir le fait que chaque personne est vraiment responsable de ce qu'elle va déployer et des différents chiffres dont elle est en charge. En fait, justement, c'est un vrai sujet. Plus la boîte grossit,
plus il faut séparer marketing et vente. Je te donne des exemples. Moi, avant d'avoir la boîte que j'ai aujourd'hui on est 7, j'étais tout seul, je faisais tout. Service client, administratif, finance, marketing, vente, etc. Bon, t'es mauvais, enfin t'es bidon à peu près partout, mais tu sais générer tes 15-20K tous les mois. Puis après, tu montes une boîte, et puis tu vises 50, 80, 100 000 euros par mois. Et puis du coup, t'as vraiment des gens qui sont spécialistes sur la partie satisfaire le client. T'as un financier, t'as un administratif, ça peut être les deux. T'as un marketeur, t'as un sales. Moi aujourd'hui, c'est moi qui suis le marketeur, qui suis le sales de ma boîte. Déjà à mon niveau à moi, je commence à me dire que c'est pas du tout les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes skills. Entre savoir faire des vues, pour moi, marketing, l'indicateur principal, c'est le nombre de vues. Tu me diras, mais pour moi, c'est ça l'indicateur principal. Nombre de vues et nombre de prospects, tu vois. On en revient justement sur le sujet. On échangeait tout à l'heure justement avec cette vision du retour sur investissement, où toi, tu te dis, ok, il faut pas que du retour sur investissement, il faut aussi regarder cette partie vue, notoriété, etc., qui permet aussi à la boîte, in fine, de se développer. Ouais. Bah en fait, un nombre de vues, à un moment donné, plus tu es visible, plus tu as des prospects. Ouais, c'est mathématique. Pour moi, c'est mathématique. Il ne faut pas complexifier. Évidemment, ça veut dire plein de choses. C'est pas parce que tu fais Inoxtag, il doit faire, je sais pas, 10 millions de vues par mois, il va rien vendre en tant que DAF. Ouais. D'accord. Donc, il faut un alignement entre les vues que tu fais et ce que tu vends vraiment. Mais si tu es vraiment aligné sur ce que tu vends, ton image et ton discours, et que tu fais beaucoup de vues, tu vas avoir des prospects et donc des clients. C'est évident. Mais donc du coup, je te disais, je reprends, plus la boîte va monter en CA et donc en structuration, plus il va falloir séparer à un moment donné le côté vente et le côté marketing. Pourquoi ? Parce que le côté vente, c'est un sujet très l'odeur du sang. Il faut signer, on est drivé par le chiffre d'affaires, on est drivé par l'affaire, on est drivé par signer. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont drivés par la signature et qui vont avoir des skills de CRM, de vente, de relance, de relationnel, qui sont des métriques et des skills, des comportements, des compétences qui n'ont rien à voir avec le marketing, où le marketing, ça va être de la créa, être drivé par un nombre de vues, par un message, beaucoup de technique en plus, par rapport à ça, par de la technique. Et en fait, plus la boîte va monter, plus il va falloir se séparer ces deux pôles. Et moi, je le vois bien aujourd'hui, ça commence déjà à craquer. Je suis à peu près aujourd'hui sur marketing et la vente. Je commence déjà à atteindre mes limites. Et c'est là qu'il faut commencer à externaliser, ou en tout cas à séparer vraiment les deux pôles, parce que tu as du business partout. Plus tu fais des vues, plus tu fais des prospects. Mais plus tu fais des relances et plus tu es bon en closing, plus tu fais des clients. Et c'est là qu'il faut savoir, à mon avis, séparer les deux très rapidement. Et quand je dis séparer les deux, ça veut dire que dans une boîte qui fait entre 1 et 10 millions et que tu n'as pas la possibilité de prendre des CDI sur ces deux sujets-là, ou tu n'as pas la possibilité de prendre des tueurs à gages, il faut externaliser. Okay. Moi, ils externalisent avec moi la partie financière, mais même en termes soit de vente. Alors sur la partie vente, ils préfèrent l'avoir en interne parce qu'il faut être bon techniquement, il faut savoir ce que tu vends, etc. C'est très stratégique aussi pour la boîte, et pour le coup, c'est quand même beaucoup de travail. Donc globalement, autant un DAF, il va y avoir quand même pas mal de travail, de réflexion. On n'en aura pas forcément besoin, à part une certaine taille de société, on n'en aura pas forcément besoin au quotidien. Par contre, pour le coup, sur la partie plutôt vente, c'est quelque chose qui doit être là vraiment de manière quasi systématique en fait. Ils sont là tous les jours. Moi, je sais que tu as deux écoles. Tu as l'école où en fait on va toujours internaliser le marketing, parce que le marketing, il y a tellement un fort personal branding qu'en fait c'est difficile d'externaliser le personal branding. Tu as l'école qui dit moi la vente, je l'externalise parce qu'en fait j'ai pas de valeur ajoutée et je donne une com à mes commerciaux, à mes sales. Moi, je suis de l'école de dire la partie vente, c'est la dernière chose que je délèguerai dans ma boîte, parce que le lien entre le personal branding que je peux avoir, le marketing que je peux avoir et le fait de faire passer un prospect à un client, ça doit être moi. Ça, c'est mon avis. Et beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, pensent la même chose. Le marketing, on peut le déléguer, on peut le sous-traiter à des agences comme toi. Et la partie vente, il faut internaliser parce que la compétence est importante, parce que des fois, on peut parler de technique, parce que des fois, il peut y avoir un suivi aussi derrière du client sur de l'installation, sur du réglementaire, sur de l'administratif. Et donc, externaliser ça, c'est beaucoup trop technique. Et donc, il faut avoir en interne, il faut former en interne. Okay. Donc, plus la boîte va grossir, plus il va falloir séparer les deux. Il faut être à l'aise avec. Et pour ça que passer par une boîte de marketing, en tout cas pour 80% des boîtes que je peux connaître, ils vont jamais déléguer la partie, sous-traiter la partie commerciale, ils vont toujours sous-traiter la partie marketing. Ok, très clair sur le sujet. Et de toute manière, les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est les mêmes, les deux faces du même, je sais pas comment on dit. Les deux faces de la même pièce, exactement. Un truc comme ça, ouais. Exactement.
Ok, très clair sur le sujet là. Et en fait, c'est justement aussi l'un des points sur lesquels on échangeait juste avant. C'était le fait de se dire globalement, en fait, souvent, suivant la coloration entre guillemets du dirigeant, c'est-à-dire suivant que tu as un dirigeant qui est plutôt orienté marketing ou que tu as un dirigeant qui va plutôt être orienté sales, en fait, tu vois vraiment une énorme différence dans la manière dont la boîte est gérée. C'est-à-dire qu'un gérant qui est plutôt orienté sur la partie marketing, le dernier truc qu'il va couper en termes de budget, c'est clairement la partie marketing. Totalement. Et en fait, le truc qu'on se retrouve, c'est globalement en France, la majorité des gérants ont quand même une grosse coloration sales. Et en fait, le marketing se retrouve quand même totalement délaissé vis-à-vis des sales, parce qu'en fait, la majorité des gens se disent, bon, bah, globalement, on va envoyer en sales. Par contre, sur la partie market, je comprends pas trop comment ça marche, j'ai pas trop envie de creuser le sujet, donc juste, on envoie sur la partie sales. Exactement. J'ai rien à dire d'autre. Ok, très clair sur tous ces sujets-là. Toi, sur la partie chiffres, justement, parce qu'on a parlé des objectifs, en tant que DAF, tu es plutôt une personne de chiffres. Comment tu gères justement la responsabilité vis-à-vis de ces différents chiffres ? Comment je gère cette partie chiffres Un indicateur, un responsable. C'est assez simple. Si on doit mettre des métriques sur la partie nombre de vues, c'est pas dans le scope du DAF, voilà. Par contre, c'est un scope CODIR. Et donc comité de direction. Donc quand on comité de direction, on va en faire un toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres, peu importe, il doit y avoir un responsable de cet indicateur-là. Okay. Donc qui dit responsable dit que si jamais on doit pouvoir améliorer les choses, c'est cette personne-là qui va améliorer. Si on doit primer, on peut le primer. Si on doit améliorer, si on doit virer, si on doit former, peu importe. Il doit y avoir des responsables. Ça c'est un sujet pas forcément financier, c'est un sujet de pilotage de boîte. Donc si on met un responsable nombre de vues, il doit y en avoir. Si le nombre de vues c'est un indicateur business important. Clairement, le nombre de vues, c'est la strate numéro 1 avant le CA. Le CA, c'est la fin. En fait, quand on regarde la partie marketing et que vraiment on considère comme un tunnel de vente, le CA, c'est la résultante de tout ce qu'on a déployé juste avant. Exactement. Donc le nombre de vues devient une strate essentielle. Et il faut un responsable. Même en tant que financier, en fait, c'est même pas du côté financier, c'est du côté comment piloter une boîte, comment rendre les gens responsables de leurs indicateurs. Et donc le nombre de vues, il doit y avoir un responsable en face, le nombre de devis générés, le panier moyen qui a augmenté, la marge brute, le taux de frais fixe. Il doit y avoir des responsables sur tous les indicateurs. Comme ça, si jamais il y a un souci, si ça décale, et les CODIR servent à ça, faire un point sur les chiffres, où aller, tu sais où aller, tu sais qui demander, tu sais expliquer les raisons, tu sais du coup corriger. Il faut des responsables en tout cas. Ok, très clair sur le sujet là. Et c'est vrai que c'est relativement intéressant ce sujet, notamment sur la partie pilotage, etc. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux types de pilotage à avoir dans la société par rapport à ça, notamment sur le sujet marketing. En fait, tu as le pilotage un peu stratégique que tu vas, pour le coup, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est en fait, quand tu es sur une logique marketing, c'est quand même des logiques de temps long sur lesquelles il faut pouvoir être actif. Et en fait, je pense qu'il faut avoir vraiment en tête ces deux pilotages là. Il y a un pilotage qui est plutôt au court terme. Si je prends par exemple notre métier à nous, qui est de gérer de la publicité, gérer du marketing. Globalement, on ne peut pas se permettre de piloter un compte pub en allant le voir tous les 3 mois ou en gérant le marketing de la boîte de cette manière-là. Mais en fait, c'est vraiment la plus grosse erreur que je vois du côté des entreprises. C'est en fait essayer de faire en sorte de piloter le marketing aussi bien stratégique qu'opérationnel, où globalement, toutes les 2 semaines, la stratégie peut changer en même temps que l'opérationnel. Et c'est vraiment, je pense, un peu la plus grande erreur que je peux voir. Mais du coup, toi, en termes de régie pub, de budget pub, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai pu analyser, je comprends pas forcément votre métier, mais ce que j'ai pu analyser, c'est que des fois, le coût d'acquisition diffère entre un mois et un autre, même entre un jour et un autre, entre une semaine et un autre. On peut donner des budgets, ça peut être dépassé, que ce soit Google, Facebook, Insta ou autre. Okay. Comment toi, si on te donne un budget pub, une régie pub, tu fais en sorte de maîtriser ton budget, d'avoir les résultats, d'atteindre les résultats, mais tu pilotes tes chiffres parce que tu as un vrai impact sur le compte d'exploitation quand même. Ouais, en fait, il y a 2 sujets par rapport à ça. La première question, c'est déjà la direction marketing. C'est-à-dire, quelle direction, notamment quand tu fais ton CODIR sur la fin d'année pour préparer l'année qui va arriver, c'est quelle direction marketing tu vas donner, quel budget tu vas pouvoir allouer et surtout quels vont être les objectifs, donc d'un point de vue business, ce qu'on a échangé justement tout à l'heure. Ensuite, tes objectifs business, tu vas pouvoir les dériver en objectifs marketing vis-à-vis de tous les chiffres que tu as partagés.
Et ensuite, après, nous, on va plutôt être sur la partie opérationnelle de tout ça. C'est-à-dire, globalement, on a une vision, on a des chiffres. Comment on fait en sorte de pouvoir traduire ces chiffres-là et faire en sorte, globalement, le terrain puisse nous les ressortir par rapport à ça. Et nous, c'est vraiment le sujet sur lequel on essaie de pouvoir intervenir un peu sur les deux tableaux, à savoir la partie très opérationnelle quotidienne, où là, pour le coup, effectivement, sur les régies publicitaires, c'est un travail un petit peu de tous les jours, de toutes les semaines, en fonction des niveaux de dépenses publicitaires que tu peux avoir, et de manière générale sur ton marketing, parce qu'en fait, tu vas avoir un peu la gestion chaque jour de tout ça, et tu vas avoir aussi une gestion un peu plus générale. Et la plus grande erreur que tu peux voir dans pas mal de PME, c'est globalement de changer très souvent l'orientation stratégique sur la partie marketing. C'est-à-dire que sur la partie commerciale, s'ils ont défini une stratégie, ils vont s'y tenir. Alors que sur la partie marketing, ils peuvent essayer de mettre un budget sur une régie donnée ou tester une stratégie donnée. Ils vont se dire, bon, au bout de 2 semaines, ça n'a pas fonctionné. On a testé Google, on a mis une page, on a mis 500 € de pub sur la table, ça n'a pas fonctionné. Bon, on coupe tout de suite. Et ça, c'est vraiment la plus grande erreur que j'ai pu voir dans les entreprises que j'accompagne là-dessus. Et nous, c'est un peu aussi notre rôle là-dessus, c'est de leur expliquer qu'il y a vraiment le pilotage stratégique et le pilotage jour par jour. Et quand même, quand on a une stratégie vraiment de long terme, il faut pouvoir être en capacité de la tenir et pas juste interagir avec les éléments de manière un peu précipitée en fait. Mais justement, toi, tu as la vision stratégie globale, notoriété, ambition, tu as le pôle global, et toi, je suppose que quand tu arrives dans une boîte, tu vas voir le long terme, t'installer sur la durée. Or, le dirigeant, lui, quand il va te voir, il va se dire, ok, très bien, quel ROI je vais avoir très rapidement. Okay. Comment tu fais pour lier le besoin du client, de l'entrepreneur, très instantané, d'avoir un ROI le plus rapidement possible, parce que plus il dépense, moins sans ROI, plus il va se dire c'est une dépense et c'est pas un investissement, avec la stratégie globale où en fait toi tu vois ce scope-là. Comment tu fais pour lier les deux ? Ok, ça pour le coup c'est une excellente question. En fait là ce que tu fais c'est que tu mets un peu en opposition la partie performance, donc c'est-à-dire le retour sur investissement qu'on va pouvoir obtenir, c'est-à-dire globalement tu mets un budget publicitaire sur Google, ok, la semaine suivante combien j'ai obtenu de prospects, dans 3 mois qu'est-ce que je vais avoir côté pipe commercial. Ça c'est une première partie, c'est la partie plutôt marketing performance, et pour le coup nous c'est dans notre métier et c'est vraiment dans notre ADN par rapport à ça, c'est de gérer cette partie performance et de dire ok, quel est le retour sur investissement, et on va faire en sorte que tous les chiffres soient suivis pour maximiser le retour que tu vas pouvoir en obtenir ensuite. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu fais une boîte qui est vraiment basée à fond sur la performance, c'est intéressant notamment au début, quand tu viens de lancer le sujet marketing, parce que c'est rassurant pour le dirigeant. Tu vois, par exemple, tu as un responsable marketing qui dit globalement, j'ai 10 de budget par mois. Ça nous permet d'obtenir 3x par exemple en retour, et là pour le coup c'est intéressant. Mais le sujet c'est que pendant ce temps-là tu construis pas toute la partie notoriété. Parce que le truc qui est cool c'est quand tu pousses en publicité sur Google Ads, certes ça te permet d'être visible à un instant T, par contre tu crées pas une marque qui va être mémorable pour les prospects. Parce que pour le coup, quel que soit le type de business, il peut ne pas y avoir un besoin à l'instant T. Mais ce qui fait que la personne, le jour où elle va faire une recherche, elle se rappellera pas de toi, parce que globalement elle t'a vu un coup sur une page sur Google quand elle faisait une recherche, ce qui fait que pas vraiment devenu mémorable. Donc tu as un vrai sujet sur la partie notoriété de l'entreprise à la travailler, et pour le coup il faut vraiment avoir une vision performance et une vision notoriété et vraiment les faire cohabiter les deux ensemble. Notamment tu parlais tout à l'heure du sujet confiance, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est dans un marketing aussi qui est capable de créer de la confiance, et c'est à ce moment là aussi qu'on peut relier marketing et vente, parce que ça permet de 1 d'avoir des contacts entrants grâce à la partie performance, et de 2 de faire en sorte de donner plus d'autorité à l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, si tu communiques sur des succès clients, sur le développement de l'entreprise, sur les différentes accréditations que tu peux posséder, etc., globalement, c'est ça qui génère de la performance, et in fine, ça a aussi un impact sur le compte de résultat quand on regarde vraiment à la sortie. Ok. Tu dis un truc sur la notoriété et la confiance. Vrai sujet, il y a un autre vrai sujet pour le dirigeant en fait, qui a un lien avec, c'est la partie recrutement. Recrutement de salariés, recrutement de super managers, de super chargés d'affaires, de super... de C-level, de recrutement, de A-player. Comment toi, avec ce que tu fais, tu peux aider, et tu vois un lien entre recruter un client,
ou recruter, parce que tu as un lien avec le client, Clairement. et recruter un salarié, qui sont les deux sujets les plus importants d'un chef d'entreprise. Ouais. Recruter des super clients, recruter des super salariés. Ouais, parce qu'en fait, forcément, si ton marketing, avec un peu de chance, tu l'as bien fait, il a bien fonctionné, tu vas avoir une autre problématique qui est de se dire, en fait, globalement, il faut que je recrute des personnes qui soient au niveau pour faire en sorte de garder une excellente expérience client et globalement pour avoir une entreprise qui puisse être pérenne sur le long terme. Donc là, tu vas rentrer sur des sujets qu'on appelle de marque employeur. Et en fait, sur la marque employeur, ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, tu retombes sur les mêmes sujets d'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu as la performance, comment faire en sorte d'avoir des candidats qui me contactent, sauf qu'en fait, si tu veux faire en sorte d'avoir les meilleurs candidats, tu as un sujet de marque employeur qui là pour le coup est plutôt sur la partie notoriété où tu vas expliquer globalement comment ça se passe de travailler avec toi, quels sont les différents avantages, quelle est la vie au sein de l'entreprise, et ça c'est vraiment un sujet qui est très important à traiter aussi parce que pour le coup au début tu te dis il me faut du retour sur investissement, des chiffres rapides, etc. Par contre plus tu es en capacité de faire des recrutements de qualité, donc tu as une bonne marque employeur et au global tu es capable de bien raisonner en local là-dessus, plus tu vas avoir la capacité de pouvoir recruter des talents. Des talents, ça veut dire une meilleure qualité de service au global sur ton entreprise, meilleure qualité de service, plus de recommandations, et on en revient toujours au même, ça impacte le compte de résultats, et c'est ça que les DAF aiment. Moi c'est toujours ma manière un peu de présenter la chose. Ok, tu sais parler un financier. Ok, j'apprécie très largement le compliment parce que c'est les personnes qu'il faut convaincre dans une entreprise. Ok, on est très clair sur le sujet. Moi, j'avais une dernière question par rapport à ça, parce que je t'ai connu grâce à tes posts LinkedIn. J'aime beaucoup ce que tu fais dessus. De ce qu'on a discuté ensemble, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour toi d'un point de vue business. J'aimerais bien savoir, toi, en tant que DAF, parce que tu es DAF, mais tu es aussi chef d'entreprise de par Finia, la structure que tu as. J'aimerais bien savoir comment tu déploies le sujet marketing, comment tu le traites dans ton entreprise. Pour moi, le bon marketing, c'est celui qui parle à ton client. Ouais. Il faut qu'ils se reconnaissent dans le discours, il faut qu'ils se reconnaissent dans les verbatims, il faut qu'ils se reconnaissent dans les termes, il faut qu'ils se reconnaissent dans l'histoire racontée. Et donc, moi, ça fait 3 ans que je passe ma vie avec des chefs d'entreprise qui faisaient 20 000 euros par mois ou qui en faisaient 2 millions par mois. Donc, je me suis fortement imprégné de leurs problématiques, de leurs émotions, de ce qu'ils vivent. Et je pourrais te montrer mon téléphone où j'ai plus de 400 pages de prise de notes. Pour justement mon marketing, et chaque rendez-vous il se passait 2 choses. J'écoutais ce qu'il me disait et je notais ce que je pouvais réécrire sur les réseaux, évidemment de façon anonyme. Ça et aujourd'hui où je suis un peu sorti de l'opérationnel, où je suis beaucoup plus sur la partie plus vente, identifier les problématiques de mes clients, leur trouver une solution et après déléguer un de mes consultants, j'ai toujours 2 feuilles. J'ai la feuille de prise de notes pour qu'est-ce qu'il m'explique, qu'est-ce que je comprends, etc. Et la deuxième prise de notes qui est, tiens, il m'a dit ça, je pourrais le réutiliser pour mon contenu. Ça, c'est ce que je fais depuis 3 ans. Mais en fait, j'ai constaté que c'est exactement la même méthode que celui qui remplit le plus de stades de l'humour en France. C'est Redouane Bougueraba. Ça te parle ou pas ? Ok, j'ai déjà entendu pour le coup. C'est celui qui, tu sais, il fait des TikTok, il fait des vidéos, et il clash tout le monde au premier rang. Ouais, ok. Mais en fait, c'est exactement la même méthode. Il rentre dans son stade, ou dans sa scène, il allume le premier rang. Et donc pendant 10 ou 15 minutes, il allume le premier rang, tout le monde le filme. Et quand il a allumé le premier rang, il va remettre sur les réseaux ce qu'il vient d'allumer. Et donc les gens qui ont vu qu'ils se sont fait allumer, ils se disent bah je vais venir à son spectacle. Et ils recommencent. Et ça crée une boucle. Et c'est exactement ça que je fais. Je crée le contenu, c'est pas du tout théorique, c'est que de la pratique, c'est que du vécu. Et je le remets sur les réseaux. Et donc le discours que tu vois aujourd'hui, que j'aime moi, qui te plaît à toi, qui plaît à d'autres, n'est que le constat et le fait que le terrain, je l'ai mangé, remâché, et encore, je suis qu'à 20% de ce que je dis par rapport à ce que je pourrais dire et par rapport à la capacité et le contenu que je pourrais faire. À un moment donné, c'est moi qui fais mon propre contenu aujourd'hui. J'ai pas la possibilité de faire plus, mais ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, très clair sur le sujet du contenu, et je pense que ça permet aussi d'avoir une bonne ouverture sur le sujet, de savoir comment tu produis du contenu de qualité, parce qu'on retrouve quand même pas mal de contenu un peu fade dessus, avec des choses qui reviennent systématiquement. Donc je te remercie de nous faire un retour par rapport à ça. Pour terminer le podcast, est-ce que tu as un conseil à partager aux dirigeants qui peuvent nous écouter par rapport à tout ça, soit sur le sujet marketing, finance ou quoi que ce soit ? Un bon chef d'entreprise casse la tête à son DAF sur son budget marketing. Ok, c'est-à-dire ? Il doit avoir du budget, il doit en mettre le plus possible, il doit avoir plein d'idées sur le sujet. Et il doit aller voir son DAF pour dire je veux faire tout ça, comment on fait maintenant ? Il faut avoir ces problématiques-là, et quand ces problématiques-là arrivent pour le DAF, c'est des problématiques de riches, c'est une bonne chose. Si le DAF n'a pas ces problématiques-là, c'est qu'il manque quelque chose dans le business. Et pour moi, c'est pas le sujet du DAF, c'est le sujet du chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise vient avec un budget,
Je veux faire ci, je veux faire ça avec des idées, une ambition, etc. Je veux faire ça, comment on fait maintenant? Et après, c'est les problématiques du DAF, et après, il y aura des échanges. Mais si le DAF n'a pas de problématique marketing, il n'y a pas de problématique de croissance, il n'y a pas de problématique de croissance, d'évolution sur ce sujet-là, il manque un scope sur moi dans la boîte, et ce scope-là doit être partagé par le chef d'entreprise, à mon avis, en numéro 1. C'est mon avis. Toi, si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Data. Traquez vos data, connaissez vos chiffres, c'est ce qui fait toute la différence sur la partie marketing. Pilotez votre boîte avec des chiffres. Je suis en face d'un DAF, donc je pense que tu pourras pas me dire le contraire. Faites en sorte d'objectiver, parce qu'en fait c'est pour ça qu'autant d'entreprises en France sont vraiment réticentes à investir sur le sujet marketing. C'est globalement du marketing de l'espoir, à se dire je vais essayer de sponsoriser le club de foot local, je vais essayer quelques petites actions par-ci par-là. Ce qui marche quand on veut développer une entreprise, c'est de la stratégie, c'est de suivre ses chiffres et c'est d'avoir un plan qui soit très clair par rapport à ça. Donc mon conseil, ce serait vraiment donner. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, Julien. Et puis, il est quelle heure? On bouffe dans une demi-heure. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Merci beaucoup pour l'invitation et à très vite. Avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette interview passionnante avec Julien. Si vous souhaitez déléguer votre marketing digital, notamment le sujet de vos campagnes publicitaires, et faire en sorte de travailler avec une entreprise qui soit vraiment ce qu'on peut appeler data-driven, c'est-à-dire qui fait en sorte de comprendre votre réalité business pour pouvoir la traduire sur le sujet marketing, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Ludovic pour Ion Lead et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.